Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour parler aujourd'hui des doutes sur la solidité du couple. Pas sur la même longueur d'onde, impression que l'herbe est plus verte ailleurs, projet divergent sous le poids des doutes, l'amour que l'on croyait sans faille pour toujours peut perdre de sa splendeur. Quelle bonne question se poser. Peut-on sauver une relation d'un naufrage? Comment? Je pose aujourd'hui mes questions à Ariel Simoni, psychologue qui a fait de ce sujet sa spécialité. Bonjour Ariel. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu présent pour traiter de ce sujet et peut-être que vous allez rendre service à beaucoup de couples, allons savoir. Je le disais à l'instant, vous recevez dans votre cabinet de nombreuses personnes qui se questionnent sur le couple, des personnes qui doutent de l'avenir de la relation. Première question, quand considérer qu'un couple est en crise, qu'est-ce qui crée le doute? Alors justement, c'est ça qui est pas simple comme situation, comme état. Le couple est en crise, c'est se dire que finalement il arrive à un stade dans lequel il est dans une situation euh, considérée problématique. Alors il y a un état de crise, on va dire, qui peut se résoudre dans le couple entre les partenaires. Mais ce qui va arriver généralement à un stade assez limite, c'est lorsqu'on arrive à une communication qui devient trop conflictuelle, généralement, et qu'on n'arrive plus en fait à s'entendre. Et c'est ce qui est le plus souvent, c'est se dire qu'on n'arrive plus à s'entendre. Hein, voilà. Donc après, on va dire que généralement les questions qui peuvent se poser, qui considèrent que le couple est en crise, c'est est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que je l'aime toujours? La vraie question. Voilà, ça c'est parce qu'on va considérer quand même que le couple va être basé sur des sentiments, et donc ça c'est une question de ressenti. On a aussi la question de se dire, est-ce que je suis heureuse dans mon couple? Est-ce que je peux aimer mais être en souffrance? Donc c'est se dire, est-ce que je Oui, ça suis... c'est pertinent parce que c'est vrai que si j'aime mais que je suis en souffrance, il y a un problème de Absolument, précédence. absolument. Et la troisième question, c'est est-ce que je rends heureux l'autre dans le couple? Parce que moi, je peux être heureux, mais l'autre peut être aussi malheureux. Donc, si on a une de ces trois questions généralement qui obtient un non, c'est qu'à ce moment-là, on peut considérer que le couple est en crise. Hein. Et généralement, l'idée, c'est de se dire que le couple va être dit en crise, on peut être en désaccord, mais quand on est en crise, c'est un couple qui est en souffrance. Voilà, on n'est plus dans l'effort. On n'est plus dans l'effort. On est dans un état qui a atteint un niveau où on est perdu. On est perdu. On a perdu le Waze de sa relation. D'accord, Voilà. alors que faire quand le couple est en crise, justement, quels conseils vous pouvez donner aux couples qui souhaitent sauver leur couple? Alors, généralement, le principe de base, c'est bon, on va dire, et c'est communiquer, c'est parler dans son couple, c'est essayer de trouver des solutions. Maintenant, ce qui se passe, c'est que justement, la communication peut être obstruée, elle peut être complètement bouchée, et, et l'idée déjà, c'est de pouvoir prendre du recul par rapport à son couple, c'est de savoir identifier le problème. Et ça, souvent, les personnes qui vont être dans une difficulté, elles vont euh, surréagir par rapport à la Ouais. situation et être prises dans un engrenage d'impulsivité qui peut amener justement à un état de communication sans issue, où en fait on ne se comprend pas. Donc il y a déjà une prise de recul, pouvoir se poser à soi les questions: quel est le problème dans mon couple? Qu'est-ce que je pense qui ne va pas dans mon couple? Comment je peux l'améliorer? Parce qu'il y a le problème et aussi quelle solution je peux apporter. Et puis voilà, l'idée, c'est effectivement de se dire euh, euh, comment je peux communiquer dans mon couple pour que ça s'arrange. Et souvent aussi, ce qui va poser problème et on va avoir besoin de revoir, c'est par rapport au temps qui est passé dans le couple, par rapport à la dynamique de plaisir. Et souvent, dans un couple, il y a un problème de dynamique de plaisir, c'est-à-dire il n'y a quasiment plus de plaisir dans la relation. Ouais.
Et C'est la routine, je rentre, je mange, je vais me coucher, ou je regarde la télé, où il n'y a plus d'interaction, entre guillemets, plaisir, absolument. de partage, de tout ça. Ouais. Absolument. Et si là, on est dans cet état-là, du coup, la communication, elle peut être très compliquée, elle va être même négative. Parce qu'il n'y a pas de plaisir qui se partage, il n'y a pas d'énergie positive. Donc, forcément, la communication, elle va devenir conflictuelle parce que on ne discute plus par amour. Il n'y a rien pour compenser. Absolument. Il n'y a pas d'élément qui va venir faciliter. Parce que quand on s'aime, on va au-delà de la raison. Donc, on peut accepter des choses. On peut lisser certaines choses, certains problèmes. Voyez. Mais lorsqu'il n'y a plus ce plaisir-là, lorsqu'il n'y a plus cet amour, à ce moment-là, on devient très rationnel, on devient très carré. Oui, c'est pas logique, c'est comme si, c'est comme ça, A plus B. On est beaucoup plus rigide dans son raisonnement, dans sa réaction. Donc c'est là où il y a ce questionnement à se dire, voilà quel temps je consacre à mon couple, quel temps je passe dans mon couple. Quelle est la dernière fois que j'ai fait un week-end avec mon conjoint, ma compagne? Quelle est la dernière fois où j'étais au restaurant? Quelle est la dernière fois où on a passé du temps ensemble, on a pris plaisir? C'est pas être sous le même toit, on est d'accord, c'est partager quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est partager, c'est être dans le plaisir c'est partager un état de plaisir. Bon, on parle bien sûr de sexualité, d'accord, parce que souvent aussi, c'est ce qui va se perdre dans le couple, c'est la sexualité. Mais au-delà de ça, c'est des petits plaisirs de tous les jours, du faire plaisir à l'autre. Et justement, quand la communication est rompue, justement, parce qu'il y a ce déséquilibre-là, si on a déjà réussi à identifier le problème, ce qui est déjà une grande chose, qu'on va vers l'autre, mais que l'autre, du coup, n'est pas du tout réceptif et qu'il nie tout en bloc, qu'il ne veut pas répondre ou voilà, il y a moyen un petit peu d'aller au-delà, ou c'est que c'est fichu? Disons que le principe du couple de départ, c'est d'être dans l'empathie de l'un vis-à-vis de l'autre, c'est de pouvoir comprendre l'un et l'autre. Quand on n'a plus cette compréhension, quand chacun est rivé sur son point de vue et bloqué sur son point de vue, c'est qu'il y a un problème de plaisir quelque part. En fait, on va essayer d'aborder l'autre par la logique, justement. Et on se rend compte qu'en fait, si on est seulement sur le couple, sur la dimension de logique, c'est qu'on n'est plus un couple de plaisir. On devient seulement un couple utile. Vous voyez, parce qu'il y a ces deux notions-là aussi. Le couple utile et le couple de plaisir. Vous voyez, il y en a qui s'accordent pour être un couple de utile et se dire, bon, voilà, on est un couple, on gère la logistique. On cohabite, quoi. On cohabite. Et souvent, la problématique, elle est lorsqu'il y a des enfants. Vous voyez, généralement, un couple qui est en crise, qui bat de l'aile, s'il n'y a pas d'enfants, ça va se remettre en question et puis on va dire, ça peut se séparer plus facilement. Oui, on se pose pas plus de questions que ça, mais là où ça devient plus compliqué encore. Absolument, mais souvent ce qui peut se passer, c'est que le couple parental, donc lorsqu'il y a des enfants, il y a un couple parental qui s'installe. Et ce qui peut se passer, c'est que le couple parental se fasse au détriment du couple conjugal. C'est-à-dire qu'on devient un couple de parents, mais on oublie le couple. Oui, il n'y a plus de vie amoureuse, en fait. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, complètement. Si, bien sûr. Et comment savoir justement quand le couple est en crise, si c'est juste une crise ou qu'il est mort? Est-ce qu'il y a des petits signaux d'alerte comme ça? Est-ce qu'il y a un point de non-retour où là, on peut plus faire grand-chose? Alors, quand on dit qu'un couple devient mort, ça porte bien son nom, c'est mort, c'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien. Alors, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, quand un couple continue à discuter, à communiquer, c'est qu'il y a encore de l'espoir. D'accord? Maintenant, bien sûr, si cette communication devient trop agressive et que ça arrive à de la violence verbale. Voilà. Là, à ce moment-là, ça veut dire que il y a un stade qui peut être éventuellement réparable parce que bon, on se dit voilà,
on arrive à certaines situations, après on les regrette, on essaie de revenir dessus. En généralement, un couple qui est mort, c'est un couple qui devient indifférent l'un de l'autre, qui ne veut plus communiquer, qui, 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 euh, qui est complètement détaché de l'autre. Tant qu'il y a encore de la matière, ça veut dire que finalement, on peut faire des choses, on peut encore agir. Mais ça dépend aussi du niveau de conscience, de tolérance de chacun. Vous voyez, il y en a qui vont à un certain stade se dire voilà, moi c'est bon, j'en peux plus. Si par exemple il y a s'il y a un problème de violence verbale, ce qui peut s'entendre aussi, hein, ce qui peut se respecter. À ce moment-là, voilà, du coup, il y a une rupture qui peut être envisagée. Mais parfois, des fois, ça va trop loin. Ça accepte la violence physique, voire l'infidélité. Et ça essaie de réparer aussi dans des états d'infidélité. Donc, euh, et c'est là où, en fait, où on peut parler de couple pathologique, de couple malade. Vous voyez, parce qu'il y a le couple malade et il y a le couple mort. Et un couple qui est malade, donc il va être en souffrance et continue plus ou moins à fonctionner, mais il est en souffrance. Et, Ouais. et souvent, c'est éviter la mort du couple ou même de l'une des deux personnes, parce que une personne qui va se donner, s'épuiser totalement dans la relation, elle va se perdre totalement et ça va être irréversible. Donc la mort, c'est le plat absolu, c'est l'ignorance. D'accord. Oui, mais il faut se dire que justement, quand on est mal dans cette situation de couple-là, ça impacte forcément toute la qualité de vie derrière. Donc, c'est vrai que être un couple pathologique, c'est quand même pas évident. C'est-à-dire qu'on se traîne au quotidien tout un poids, quoi, Absolument, ça. Ouais. absolument. Et ce qui peut paraître parfois, c'est de se dire, bon, on va se maintenir dans la relation en l'état, mais pour le bien des enfants. Et Ça marche, souvent, ça? Non. Ouais. non, ça marche pas. Si on n'est Ça pas ne heureux, marche pas. les enfants ne peuvent pas l'être Mais également. oui, on va se dire, je vais rester en couple, je vais rester marié pour le bien des enfants, pour ils nous voient toujours ensemble. Mais si c'est ensemble, dans un Avec des état cris. pathologique, dans un Ouais. état de crise, quel exemple est-ce qu'on donne à ces enfants? Quel exemple? C'est ça qu'on veut donner comme exemple de relation de couple. Et après, du coup, le schéma, il se reproduit. Parce qu'on va normaliser cette situation et on va faire voir à nos enfants comme quoi c'est normal. Et eux, du coup, se retrouvent à leur produire. Donc, Important de préciser ça, en effet. bien Ah, sûr. oui. Et contrairement à voilà, cette fin parfois inéluctable, est-ce qu'il est possible Oui. de sauver certaines situations? Alors, il est possible de sauver. Bon, déjà, on part d'une volonté commune. S'il n'y a pas de volonté commune, c'est très difficile. S'il y en a un qui a déjà, entre guillemets, Il est parti en fait dans sa tête. Hein, voilà, qui est déjà parti dans sa tête et même parti parfois même physiquement, c'est-à-dire parti avec quelqu'un d'autre. Là, voilà, c'est vraiment une situation assez compliquée. Euh, maintenant, maintenant, on peut récupérer la situation. Bon, comme on disait, voilà, de prendre du recul, communiquer, essayer de voir si on peut injecter du plaisir. Mais si on n'y arrive pas par nous-mêmes, c'est là on a besoin de faire intervenir un professionnel. Et c'est là la plus-value du professionnel, c'est de se dire, je n'arrive pas à dire certaines choses, je n'arrive pas à les exprimer, je n'arrive pas à être entendu, je n'arrive pas à être compris. Et on a besoin d'un regard extérieur qui puisse nous donner l'état de la relation, qui puisse nous donner l'état du couple, qui puisse nous donner des éléments qui justement ne donnent pas l'impression qu'en fait on va plus dans un sens que dans l'autre. Et ça aussi, c'est c'est important. important. Très Ouais. important. Quand on va dans une thérapie de couple, d'avoir le sentiment qu'on est de manière assez juste, on est autant considéré que l'autre. Oui, il n'y a pas un fautif qui est désigné, c'est vraiment un Voilà. Il n'y a échange de pas de deux fautif. points de vue, de ressenti de deux personnes et il n'y a pas de Il y a pas de- fautif. il y a pas- Alors attention, attention. Par contre, il faut bien distinguer dans les problématiques de couple des problèmes d'ordre
conjugales, qui sont de nature conjugale, par rapport à des problèmes qui peuvent être de nature individuelle. Oui. C'est deux formes de problématiques différentes dans un couple. C'est-à-dire, pardon, je vous laisse préciser, pardon. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont reliés au couple en lui-même, d'accord, par rapport à l'arrivée des enfants, par rapport à des problèmes financiers, par rapport à la belle famille, par rapport à des décès. Il y a souvent des choses comme ça qui vont impacter sur le couple et qui vont les amener à s'éloigner malgré eux et du coup prendre du recul par rapport au couple pour pouvoir justement refaçonner et remodifier les choses. Mais il peut se trouver que le problème soit de nature individuelle. Ça veut dire que l'une des deux personnes, parfois même les deux, vont reproduire malgré eux des schémas parentaux, des schémas familiaux dans leur propre couple. Ouais. Et en fait, ils vont venir avec un manque de confiance, une hypersensibilité, des peurs, des craintes, justement des problèmes de communication. Quand on a vu ses parents ne pas communiquer, et crier, s'exprimer en criant. Ou à l'inverse, être dans les cris. Soit considérer que c'est normal et on va être dans le cri, soit à l'inverse, on va se dire moi j'ai peur du conflit, donc je n'échange pas, je veux pas en arriver là. Et souvent on est pris comme ça par rapport à des éléments qui vont être impactants par rapport à sa configuration familiale et qui vont nous empêcher nous d'évoluer dans notre propre couple, qui inconsciemment vont nous amener à reproduire certains schémas que même parfois on veut éviter, parce qu'on voit le modèle de ses parents. Donc déjà, c'est prendre du recul par rapport au modèle de couple de ses parents. Oui, parce qu'il y en a qui par exemple, je dis ça, mais qui ont vécu ça chez leurs parents, qui l'ont vu, ils en ont conscience, mais qui reproduisent quand même. Donc là, absolument. Du coup, la thérapie de couple, c'est peut-être pas la première chose à faire. C'est peut-être déjà d'aller consulter directement seul un psychologue. C'est pour ça que la démarche, elle peut être assez particulière et elle est à étudier lorsqu'un couple vient consulter. En tout cas, personnellement, moi, dans mon approche, il peut y avoir le cas où soit l'un des deux conjoints va consulter individuellement dans un premier temps, et ça va amener par la suite vers des séances couple, d'accord ? Ou à l'inverse, se retrouver initialement dans un cas de couple, dans une séance couple, et basculer vers des séances individuelles, parce qu'on va se rendre compte que la problématique est individuelle. Alors bien sûr, on ne perd pas de vue que c'est une problématique individuelle, mais qui est à revoir au service du couple. Vous voyez ? Donc on est dans une thérapie individuelle qui peut servir à soi, mais qui va servir à son couple. Donc, on va mettre en place, dans mon approche, si par exemple le couple vient avec une certaine difficulté, un certain problème, on va étudier la situation, on va analyser la relation dans son ensemble, et on va identifier donc les problématiques, les types de problématiques. On va identifier la nature de problème, si c'est individuel ou si c'est conjugal. Et à partir de là, si on identifie donc que c'est des problématiques de nature individuelle, donc on va inviter l'un des deux conjoints à faire des séances individuelles pour travailler sur lui-même par rapport à ça. Et ensuite, se retrouver en couple pour se dire, bon, alors, est-ce que ça a avancé par rapport à telle ou telle situation ? Vous voyez ? Si par exemple, il y en a un qui a un problème de confiance en lui et qui n'a rien à voir avec la relation, parce que parfois on peut perdre confiance dans la relation en elle-même. Mais il y a des fois, on va se rendre compte que c'est indépendant de cette relation. C'est-à-dire que la relation en elle-même, l'autre, il fait tout pour nous rassurer, mais on a quand même pas confiance. Et donc on se dit, c'est plus profond. C'est plus profond. Il se passe des choses, il se sont passées des choses dans sa propre configuration familiale, où il y a pu avoir des infidélités ou des choses qui ont amené à être dans le doute permanent. Donc on travaille sur ce doute-là, et du coup on ramène le couple à se retrouver ensemble pour voir
par rapport à cette problématique. Et on voit que ça fait des effets. Oui. De retrouver un équilibre un peu plus, oui, qui est moins de soucis personnels, en tous les cas, qui viennent entacher la relation de couple, de retrouver une stabilité émotionnelle. Absolument, absolument. L'idée, elle est là, mais c'est aussi de reconnaître une difficulté, une perturbation qui peut être d'ordre individuel ou d'ordre conjugal. Mais ça, on l'explique. Vous voyez, ça, on le dit. On ne dit pas c'est vous le problème. On ne dit pas ça. On fait ressortir des choses. On amène la personne à prendre du recul par rapport à elle-même et par rapport à sa propre histoire. Parce qu'il y a des mécanismes inconscients qu'elle n'arrive pas à voir, elle n'arrive pas à identifier. Donc, on l'amène à voir ça en face d'elle. Et là, du coup, elle se dit, c'est vrai, ça peut m'influencer, ça peut, je peux être affecté par ça. Donc, la personne honnête avec elle-même, c'est le principe de la Oui, c'est démarche. important aussi, ouais, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire qu'elle veut avancer par rapport à ça. Elle veut faire le job et ouais. C'est voilà. bien que le thérapeute puisse déceler justement ça sans culpabiliser pour autant la personne, mais de dire voilà, il y a ça et on peut travailler dessus et puis ça va servir et au quotidien personnellement et puis dans le couple après. Absolument. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas considérer que la thérapie de couple est un ring. Souvent, il y en a qui vont venir pour se régler les comptes de cette façon. Alors que l'idée, c'est pas justement d'approcher ça de manière conflictuelle ou agressive. C'est de se dire, voilà, on vient sur un terrain de conciliation. Mais alors, ce qui peut parfois bloquer, c'est justement de se rendre compte qu'il n'y a pas que des problématiques de couple et qu'il peut y avoir des problématiques individuelles. Et donc, quand on essaye de régler un problème de couple, mais en ne travaillant pas sur la dimension individuelle, ça bloque. Donc forcément, il y en a un qui va se dire, bah, c'est à toi de travailler là-dessus. Il dit, non, mais non, moi, j'ai pas à travailler là-dessus, ou bien on va travailler tous les deux. Moi, je veux bien travailler sur ce que j'ai de problématiques, mais faut qu'on soit tous les deux sur cette honnêteté d'esprit pour qu'on puisse avancer. Oui, c'est le couple qui travaille. Absolument. Absolument. Très bien. Autre question, en combien de temps une crise de couple peut être résorbée? Alors, c'est une question qui est généralement difficile à répondre parce que, en fait, voilà, une problématiques, une crise, elle peut durer longtemps. Déjà, une crise en elle-même, elle peut durer longtemps, elle peut durer très longtemps. Bon, à un moment donné, ça se fatigue et puis c'est pour ça qu'on arrive à un éloignement, mais tout en étant dans le couple, c'est-à-dire qu'il y en a qui se mettent à vivre en coloc, et se mettent en mode coloc, mais voilà, mais on continue à vivre en couple, mais on est en coloc. Mais disons que à partir du moment où on essaie de prendre en compte cette problématique de couple et qu'on essaye de qu'on fait en sorte de vouloir la régler, en général, on considère qu'on va avoir besoin d'autant de temps que la crise a duré que de temps pour la résoudre. Vous voyez, pas attendre. Voilà, bien sûr, mais plus ça va. C'est comme un problème physique finalement. Ouais, on n'attend pas que ça. C'est comme un problème physique. C'est comme un problème physique. C'est comme une gangrène. C'est comme un cancer. Et malheureusement, c'est comme ça dégénère. Lorsqu'il y a un mal-être dans le couple qui s'installe, plus ça avance, plus ça prend des proportions, et plus ça devient irrémédiable, plus ça peut devenir incurable. Et c'est là où on se dit que plus ça va durer, plus cette crise va durer, plus il va falloir de temps pour la réparer. Oui. Et parfois, en fait, après, on peut pas se dire non plus que c'est complètement irrémédiable. On peut se donner sa vie, on peut se sacrifier, mais on va se sacrifier. On va perdre sa vie, on va perdre son temps, on va perdre son âme dans cette relation. Et à un moment donné, c'est pouvoir prendre le recul et de se dire, enfin, qu'est-ce qui vaut la peine dans ma vie? Est-ce que ça vaut la peine que je me sacrifie à cette relation ou est-ce qu'on essaie de voir les choses autrement? Mais tout ça, c'est un problème aussi de société. C'est le regard aussi de l'exclusivité. Il y a cette notion d'exclusivité qui commence à être revue, cette notion de mariage qui commence à être revue,
principe de la relation à vie. Et ce principe de s'aimer pour la vie. Oui, c'est vrai que pour les autres générations un petit peu plus, les personnes plus âgées, ils restaient malgré tout, malgré tout ce qui pouvait se passer au sein du foyer, et les gens restaient sous le même toit. Et c'est vrai que ça a gâché, j'imagine, de nombreuses vies. On est passé d'un extrême à l'autre. On est passé d'un Oui, il y a extrême une à l'autre. explosion de divorces maintenant, de gens qui cherchent peut-être pas la solution à leurs problèmes, qui ça marche pas, je vais voir ailleurs. Absolument. On est passé d'un extrême à l'autre, d'un couple qui prend sur lui, qui accepte tout, qui subit, qui souffre. Oui, il y en a un qui accepte plus que l'autre. Et parfois, malheureusement, un couple, l'un qui accepte plus que l'autre. Et malheureusement, au départ, c'était beaucoup plus souvent la femme, parce qu'elle avait moins de droits que l'homme, ne serait-ce que même celui de divorcer, d'accord, et d'être indépendant, de pouvoir travailler. Oui, la dépendance financière, à l'époque, qui était plus bien sûr. Les femmes ont beaucoup subi, les femmes ont beaucoup souffert par rapport à ça. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, ça s'inverse. Les femmes se rebellent, et parfois même un peu trop. Bon, faut trouver la demi-mesure, effectivement. Il y a la solution du break, bonne ou mauvaise idée? Alors, le break, il y en a qui disent que ça sert à rien, que c'est une mauvaise idée, mais s'il est fait sur une durée limitée et dans certaines conditions, il peut être très bénéfique, parce qu'on peut parler à ce moment-là d'une séparation thérapeutique, d'une séparation qui va permettre de guérir le couple, pas d'une séparation qui va l'éloigner encore plus. Vous voyez? Et c'est là où parfois ça se fait de manière non officielle, c'est-à-dire il y en a un qui part de la maison et qui va ailleurs, qui va chez son parent, son ami pendant quelque temps, et puis à un moment donné, il prend du recul, il se dit mais tu me manques, machin, mais j'ai envie qu'on se remette ensemble. Puis voilà, ça prend du recul et puis ça se remet. Donc c'est jamais on va dire bien désigné faire un break, parce qu'il y en a souvent qui pensent que le break c'est la séparation. On sait pas, on fait ce qu'on veut de notre côté et puis on voit ce qui passe. Voilà. Et il y en a qui vont penser que c'est une étape avant la séparation, alors que pas forcément. Ça va savoir si on se manque, se voir justement pour profiter et retrouver ce plaisir qui est peut-être pas qui a disparu, mais qui peut être encore là. Absolument. Et du coup, retrouver l'envie de partager des bons moments. Et là, dans ce cas-là, ça peut fonctionner là. Absolument. Le plaisir, et parfois les sentiments peuvent se retrouver enfouis. Et c'est ça qui se passe des fois, de penser que les sentiments ont disparu alors qu'ils ont été complètement enfouis, que le couple a trop la tête dans le guidon, il voit plus, il a plus de recul. Parfois, il peut ne pas se manquer, ou parfois il peut ne pas connaître vraiment la valeur de l'autre. Et la séparation va les amener à prendre du recul et surtout voir quelle est la meilleure option, quelle est la meilleure décision. Hein. Alors, ça, généralement, ça peut se faire même de manière accompagnée par un professionnel, de faire un break. Vous voyez, après, voilà, il y en a qui, par eux-mêmes, vont se dire, OK, on va faire un break, mais faire attention comment est fait le break, mais le break a son sens. Prendre du recul, prendre un peu de distance pour mieux voir ce qui se passe, ça a son sens, mais ça dépend de la condition dans laquelle c'est fait. Dans la condition dans laquelle c'est fait, et puis dans l'état d'esprit dans lequel on est, mais c'est vrai que s'il y a une volonté des deux parties de se dire, allez, on se laisse une chance et on voit si on arrive à se raccrocher en prenant un peu de perspective, ça peut marcher. D'accord. Absolument. On parlait tout à l'heure de thérapie, de couple. On parlait de durée. On dit que c'était, plus on attend et forcément plus peut-être le mal est fait et ça dure plus ou moins longtemps. En règle générale, combien de temps peut durer une thérapie de couple? Est-ce qu'il y a une moyenne? Et comment ça se passe quand on vient vous voir concrètement, la première consultation? Alors, beaucoup pourront dire qu'en fait, on ne peut pas savoir, ça dépend de la situation, ça dépend du cas. Mais généralement, maximum, une thérapie de couple, ça va durer 1 an. Et ça va durer un cycle d'années. Plus que ça, c'est qu'il y a,
c'est que soit qu'il y a un problème assez difficilement soluble, soit qu'il y a un problème d'approche au niveau sur le plan thérapeutique, au niveau de la situation du couple. Euh, Maintenant, ça peut se résoudre assez rapidement. Voilà, je vous dis comment ça se passe. Je peux parfois recevoir des couples qui vont venir sur une séance, sur une séance, pour poser la situation, pour étudier le problème, pour voir quel est le problème, et à ce moment-là, voir quelles solutions peuvent se mettre en place. Et puis de même, ils se disent, OK, on a pris du recul, on sait ce qui est à faire, on va y aller. Et Ils ont les clés, quoi. Ils ont les clés en main pour ils ont les absolument. Et du coup, voilà, ça peut être ça vient ça peut être du coup une séance d'analyse conseil dans laquelle voilà, on étudie le problème, on pose des solutions, et puis généralement il y a des couples qui se sentent en mesure de pouvoir les appliquer par eux-mêmes. Ok, très bien, tant mieux. Donc là, il peut y avoir cette configuration-là. Maintenant, on a des configurations, on va dire, un peu plus complexes. Et donc, c'est là où, par exemple, il peut y avoir aussi des problématiques individuelles que conjugales. Et donc là, à ce moment-là, on intercale des séances individuelles, hein, euh, entre les séances couple. Oui, entre les séances couple. Et on fait un point au fur et à mesure avec un principe de progression, avec un principe de résultat. On n'est pas là en train de se dire, voilà, on va juste parler et puis on s'en va et puis on a fait quoi? Il y a des résultats ressentis. Bien sûr, Ouais, bien sûr. des Et du coup, résultats à partir du moment où c'est une progression. ressentis, des résultats concrets. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi est-ce qu'on s'engage? Maintenant, l'idée, c'est d'arriver à faire des choses naturellement. C'est ça aussi qui est difficile. Quand on fait une thérapie de couple, on part sur un principe dans lequel on va faire cet effort-là d'aller voir un professionnel pour nous dire quoi faire. Mais moi, je sais quoi faire dans mon couple, j'ai besoin de personne. Bon, bah, d'accord. Jusque-là, ça a un peu bloqué, quoi. Donc, ce moment-là, c'est dire, OK, j'accepte de me remettre en question. J'accepte d'écouter ce qui peut être dit, ce qui peut être proposé. Et à ce moment-là, je rentre dans ce cheminement-là qui va me permettre moi-même, vis-à-vis de moi-même, de m'engager à certaines choses, à certaines actions. Et donc, il y a une dynamique d'action qui doit se mettre en place, c'est-à-dire, on a fait ci, on s'est fait, on a décidé de faire, de se réserver au moins un jour par semaine dans lequel on se retrouve, on passe du temps ensemble, on va au resto, on se fait un week-end par mois, on se fait des vacances, on laisse les enfants, les enfants acheter la babysitter. On fait des choses concrètes, on prend des initiatives, vous voyez. Et puis on est dans une posture aussi. Il y a des actions concrètes et il y a aussi une attitude. Il y a une attitude et souvent parfois aussi c'est parfois l'attitude qui peut poser problème. C'est une attitude qui peut être irrespectueuse ou dénigrante. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça va. Comme si en fait c'était normal. Ouais. Absolument. Et ça, c'est aussi finalement modifier cette représentation du rapport à l'autre, de la relation à l'autre, de la relation à l'homme ou à la femme, et tel qu'il a pu être implanté inconsciemment par rapport à sa configuration familiale. Ce qu'il a vécu lui étant enfant. Voilà. Donc, c'est finalement dans l'attitude qu'on va le voir, c'est dans les actions, et donc progressivement, on voit ça, on met ça en place. Et l'idée, c'est que en général, avec le temps, les séances s'estompent. On a des séances qui vont se faire au début à une fréquence hebdomadaire, généralement, et puis ou même parfois d'un mois. Les séances s'estompent, se mettent toutes les 2 semaines, et puis tous les mois pour voir la stabilité dans le temps. Oui, parce qu'il y a des choses entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a parfois un écart. Et donc, c'est de dire, OK, on fait et on voit comment ça se passe dans le temps. Ouais, être sûr, quoi. Oui, que, en fait, que la mobilisation, elle soit naturelle. C'est pas, on est allé voir quelqu'un, et ben, du coup, maintenant, je vais faire des choses. Et puis, en fait, du coup, ça se passe plus, il se passe plus rien. Et c'est quelque chose qui doit être ancré. Je dois modifier la représentation que j'ai
du masculin, du féminin, de la relation à l'autre. Et c'est pour ça que parfois, il peut être nécessaire de faire des démarches individuelles pour modifier ces actions-là. Merci beaucoup. Du coup, si on parle maintenant de sous, une thérapie de couple, ça coûte combien en moyenne? Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs configurations, plusieurs types de thérapies individuelles, couple. En moyenne, combien il faut compter? Alors, c'est assez variable. Maintenant, voilà, ça peut varier suivant, on va dire, la compétence du professionnel, la reconnaissance et parfois même de la localité. Et c'est suivant les endroits dans lesquels on se trouve que le tarif peut être plus ou moins conséquent. On estime généralement, ça peut aller de 60 euros, d'accord, de 60 euros à 250 euros. C'est assez large comme fourchette. Et en fait, finalement, ça dépend vraiment beaucoup du professionnel. Bon, il y a aussi une question de temps, parce qu'il y en a qui vont se tenir sur 1 heure de séance, d'autres sur 1 heure et demie. Et je dirais que ce qui est important, c'est de raisonner en termes de coût global, parce que souvent, les couples hésitent à consulter par rapport à la question du coût. Se dire oui, c'est cher, on n'a pas les moyens. Et là où il faut raisonner par rapport à ça, c'est de comparer le coût qu'il peut y avoir d'une séparation et des conséquences de dégradation de la relation, comparé à un coût de thérapie. Et Bien sûr. comparé aux deux, je peux vous dire que quand un couple se retrouve en divorce, avec des biens, avec des gardes, avec des avocats, où ça peut prendre énormément, ça peut coûter énormément d'argent. C'est là où le calcul est à faire. C'est pas se dire. C'est bien si on arrive à résoudre le problème, quoi. Comment? C'est bien si on arrive à résoudre le problème avant d'en arriver Absolument, c'est avoir une vision long terme. Alors une vision long terme, non seulement par rapport à la thérapie, parce qu'on ne doit pas aussi raisonner à se dire je vais aller prendre ce qui coûte le moins cher, parce que qui coûte le moins cher peut être le moins coûteux au final. Oui. Et au final, ça devient le plus coûteux parce que si c'est pas efficace, absolument. Voilà. Non seulement ça peut aggraver les problèmes, mais en plus ça peut durer, ça va durer plus longtemps pour finalement ne pas résoudre le problème. Vous voyez, c'est-à-dire, je préfère aller voir quelqu'un que je sais qu'il va être en mesure de régler mon problème et qui a une certaine renommée, qui a une certaine reconnaissance, plutôt que d'aller voir quelqu'un parce qu'il est moins cher et que en fait je vais passer 3 ans avec lui ou je vais passer 6 mois et ça va me faire péter mon couple et j'aurai rien gagné dans l'histoire. Oui. Tendez une perche pour la question suivante. Comment on sait quand la thérapie de couple fonctionne? Alors, parce qu'au début, j'imagine, les résultats sont peut-être pas immédiats du jour au lendemain. Quels sont les petits signaux? On se dit, là, il y a une vraie amélioration, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, comme vous dites, au début, on voit pas vraiment les résultats. Sensible, oui. Mais on doit quand même percevoir une progression. Vous voyez, moi, c'est pour ça que dès la première séance, j'aborde le problème et aussi les solutions. C'est-à-dire que on part pas avec l'idée de faire émerger tous les problèmes et ensuite de laisser repartir le couple avec tout ça qui remonte. Et se dire, on se revoit la semaine prochaine. Hein. Ok, salut. C'est bien. Non, vous voyez, c'est-à-dire on part avec l'idée de mettre le couple dans une perspective d'espoir, de le mettre dans une perspective optimiste, de se dire, ouais, on a une chance de régler notre problème. Vous voyez. Donc, à mon sens, et surtout aujourd'hui, avec les techniques qui existent aujourd'hui, le ressenti doit être immédiat. Même si on n'a pas atteint l'objectif, on doit se sentir bien dans la démarche. Vous voyez, à l'époque, parce que à l'époque, il faut faire la différence entre la psychanalyse et la psychologie et les outils psychothérapeutiques qui sont utilisés aujourd'hui. C'est important de souligner, cette différence. Oui. C'est très important. Parce que la psychanalyse, elle est tournée vers l'écoute, elle est tournée vers l'analyse et ça peut être initialement frustrant, oui, d'être dans ces démarches. Ça peut avoir ses bénéfices à long terme, et dans certains cas, mais
quand on est dans une approche qui n'est que psychanalytique, dans une démarche de couple, ça peut être compliqué. Parce que quand il y a besoin de régler des problèmes de manière urgente, immédiate, Il faut des outils. là, là, on a besoin d'outils, on a besoin de réponses. On a besoin de savoir c'est quoi le plan d'action. Vous voyez. Et c'est là où justement l'idée c'est de pouvoir apporter ces réponses pour que ça puisse avancer. Très bien. Et quel conseil on peut donner aux couples qui hésitent encore à aller consulter, à ces couples-là qui peut-être se sont en train de se perdre, qui doutent un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les inciter Alors, peut-être à ce qui venir apparaît le plus souvent et sur lequel il faut être vigilant. Donc, il y a trois éléments. Je les ai notés pour pas les oublier. Il y a le premier point, c'est par rapport à sa fierté. C'est savoir mettre sa fierté de côté et accepter d'avoir un regard extérieur qui soit professionnel. Souvent, les personnes qui vont avoir du mal à s'ouvrir à l'extérieur. Bon, déjà, ne serait-ce qu'à des amis ou un entourage, parce que bon, parfois ça peut aider, mais parfois ça peut poser encore plus de problèmes. Donc l'idée, c'est de se dire, je dois accepter que je ne suis pas expert dans la relation de couple. Qu'est-ce que j'ai comme expérience, qu'est-ce que j'ai comme regard? J'ai l'exemple de mes parents. Et pour peu que les parents aient divorcé ou qu'il y ait eu qu'un mauvais modèle de couple, sur quoi je me base? Sur les films? Sur les séries, sur la maison dans la prairie. Et donc, il y a vraiment cette idée-là d'accepter, d'être un professionnel, de mettre sa fierté de côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et on en a parlé, c'est savoir raisonner par rapport au coût d'une séparation comparé au coût d'une thérapie. Et parce que on peut dire c'est important, c'est urgent, mais souvent les gens ils sont bloqués par rapport à cette question financière. Et se dire ouais machin, mais c'est coûteux, machin, ça coûte beaucoup d'argent. Et ça va prendre du recul par rapport à ça. C'est de se dire que oui, la thérapie elle a un coût, mais faut voir comparer à un coût qu'il peut y avoir sur une séparation ou sur les enfants ou sur tous les dégâts qu'il peuvent y avoir si on ne règle pas son problème. Bien sûr, on peut essayer de régler son problème par soi-même, mais si on n'arrive pas, à un moment donné, il faut se dire, OK, je reconnais que c'est trop lourd pour moi. Vous voyez, comme quand je veux porter quelque chose, je peux porter 20 kilos, je peux porter 30 kilos, je peux porter 40 kilos. À un moment donné, j'arrive pas. J'arrive pas. Donc, j'accepte ma limite. Oui. Ça, cette limite, elle doit être reconnue aussi dans la situation de couple pour ne pas arriver justement à un point de non-retour. Parce lorsqu'on force et de manière maladroite, ça crée plus de conflits, plus de souffrance et ça amène le couple à devenir dans un état irrémédiable. Et c'est ce qu'on cherche à éviter, surtout quand il y a des enfants. Surtout quand il y a des enfants. Voilà. Et le troisième conseil, ce serait d'être dans cette optique de sauver son couple en acceptant de s'améliorer et d'améliorer sa relation. Parce que souvent, les personnes aussi qui sont dans un couple pensent que c'est acquis. Ils pensent que c'est acquis, c'est bon, on est ensemble, elle m'aime, je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aime, on est mariés, elle m'a dit oui, c'est bon. J'ai pas besoin de faire d'efforts. Alors que il y a absolument, un couple, ça s'entretient comme tout. Ceux qui ne s'entretiennent pas se perdent, se meurent. Et donc, il y a cette optique-là de savoir, de savoir progresser, de se dire, je dois pouvoir évoluer dans mon couple, je dois être capable de changer mon fonctionnement par rapport à mon couple. Je peux pas rester tel quel comme si j'étais tout seul. Fonctionner en couple, c'est pas la même chose que fonctionner seul. Je fonctionne en copilote, je fonctionne pas tout seul quand je suis un seul pilote à bord. Oui. Donc il y a ce principe-là d'être dans l'amélioration et de dire je veux m'améliorer
pour que mon couple soit meilleur. Eh bien, merci beaucoup, Ariel, pour toutes ces précisions. Donc, vous l'aurez compris, c'est normal de douter de son couple. Et puis voilà, un couple traverse plusieurs étapes. Ça dépend aussi de beaucoup de certaines configurations, de certains événements qui viennent ponctuer la vie de chacun. Mais si ces doutes perdurent et que vous ne savez plus quoi penser de cette histoire, mieux vaut contacter un psychologue qui vous aidera à vous situer dans votre relation et à comprendre ce qui se joue en vous, parce que c'est aussi parfois personnel. Et bien sûr, au niveau du couple, Ariel Simoni, comment faire pour vous contacter? Alors, on peut tout simplement taper mon nom sur Google. Normalement, voilà, je suis Bien référencé. assez reconnu aujourd'hui. Bon, bien sûr, je travaille avec Wengo en tant qu'expert, donc on peut mettre Ariel Simoni Wengo. Après, voilà, on a mon site internet directpsy.fr. Enfin, je suis pas mal référencé. Celui qui veut me trouver, voilà, tout simplement, il met psychologue Ariel ou psychologue Simoni avec un Y. Voilà, me trouvera et à ce moment-là, on va mes coordonnées et voilà, avoir un premier contact déjà pour savoir s'il y a matière à consulter. Et ça, c'est ce que je propose aussi gratuitement. C'est permettre aux personnes d'avoir une première approche par rapport à la situation. Et après, voilà, on s'organise pour les rendez-vous, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a matière à commencer individuellement d'abord, ou on approche le couple, parce qu'il y a des fois aussi, le partenaire ne veut pas consulter, c'est-à-dire moi je veux, mais lui il veut pas. Comment est-ce que je dois faire? Donc, on aide parfois à ce que l'autre veuille bien consulter. Vous voyez, donc un peu dans cet esprit-là, ce qui est important de dire et aujourd'hui la possibilité de faire des séances en ligne, de faire des En séances visio. en visioconsultation. Pratique, Absolument. oui, oui. Donc, où que vous habitiez, ben voilà, vous pouvez tout à fait. Voilà, où que vous soyez, tous les moyens sont bons à partir du moment à partir du moment où voilà, on fait une vraie démarche pour régler son problème, on accepte d'avoir un avis professionnel et on essaye de sauver son couple et d'éviter des dégâts, pas que sur soi, sur les enfants. Et les enfants qui se retrouvent dans des couples malheureux. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement des couples divorcés. C'est dans des couples malheureux, c'est dans des couples en souffrance. Et parfois, ils vont même souffrir. Les enfants vont être plus meurtris dans des relations de couple pathologiques plutôt que lorsque les parents se divorcent et qu'ils arrivent à le faire à l'amiable. Et c'est ça aussi qu'on peut envisager lorsque la relation ne fonctionne pas, c'est d'accompagner le couple à une séparation harmonieuse, à ce que ça puisse bien se séparer, qu'on reste un couple parental et qu'on se dise, OK, le couple conjugal, c'est mort, mais au moins, on fait en sorte d'être de bons parents. C'est ça qui se passe, c'est que non seulement le couple conjugal devient mort, mais le couple parental aussi. C'est que les parents. Et là, par contre, il y a un enfant qui n'a rien demandé et qui se retrouve. Mais c'est ça qui est parfois dramatique. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est bien de pouvoir sauver au moins le couple parental. Et cet accompagnement-là est primordial. Absolument. Merci Ariel Simoni pour toutes ces précisions. Je ne manquerai pas de remettre toutes les informations pour vous rejoindre dans le descriptif de la vidéo. Peut-être à bientôt pour un prochain sujet. Qui sait, c'était un plaisir. Oui, absolument. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.